trop tarder, on va céder la parole à Dr Hicham Amina, qui va nous présenter sa position à propos de la prise en charge de l'asthme, consensus et nouveautés. Merci Dr Amina, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous. C'est un plaisir immense de retrouver des amis de source. Félicitations pour ces belles journées, en espérant que les travaux vont continuer avec la même rigueur, avec le même enthousiasme. Félicitations aux organisateurs pour tous les efforts. Je tiens tout d'abord à remercier les laboratoires Novartis pour cette occasion qui me permet, de voir des amis, des collègues, mais aussi pour vous entretenir sur un sujet d'actualité. On va parler d'asthme. Alors j'ai un baladeur, je vais en profiter pour me balader. Ce sera encore un plaisir parce que je n'ai pas un accès facile à l'écran. On va parler d'asthme, mais on va parler des solutions qu'on peut apporter à un malade qui est mal contrôlé. Pour être dans le vif du sujet, peut-être pour détendre un peu l'atmosphère, regardez bien ces deux personnages que vous connaissez certainement. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils ont un rapport avec notre sujet? Je vous demande juste d'y réfléchir, on reviendra peut-être pour en reparler à la fin. En fait, quand on parle d'asthme, c'est réellement parler aussi des progrès qui ont pu être amenés à comprendre d'une manière différente à chaque fois la physiopathologie de la maladie. On a commencé par parler d'un spasme musculaire et les traitements, c'était uniquement des traitements qui relâchaient le muscle. Et puis arrivait l'inflammation, la fameuse inflammation qu'il fallait maîtriser chez les malades asthmatiques. Et vous voyez que de plus en plus, on est sur des modèles physiopathologiques assez complexes. Ils nous disent qu'il faut absolument essayer d'arriver à contrôler cette maladie. C'est ce nouveau concept maintenant qui est d'actualité. Un concept qui a fait que même les définitions qui concernent l'asthme sont en train de bouger. Vous vous rappelez certainement qu'on a commencé par définir l'asthme par des crises. Voici la dernière définition que vous pouvez retrouver sur les recommandations du GINA, où il y a des notions qui sont maintenant assez classiques. Asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches, mais c'est aussi une obstruction qui est réversible. Ce qui apparaît de nouveau, ce qui peut être assez intéressant à noter, c'est que on fait de l'asthme une maladie hétérogène. Il n'y a pas un asthme, il y a plusieurs types d'asthme. Ce qui est important à noter, c'est que sur le plan des symptômes, le mot crise, le terme crise a complètement disparu. Regardez bien cette définition. Crise. On parle de symptômes plus ou moins différents. On retrouve la toux, on retrouve une respiration sifflante, on retrouve une oppression thoracique, mais il n'y a plus du terme de crise. Une notion aussi capitale quand on définit l'asthme, c'est la variabilité de tous ces signes, que ce soit en intensité ou dans le temps. C'est une maladie où les choses peuvent être très très variables. En tout cas, depuis quelque temps, on a oublié cette approche par palier qui s'intéressait à évaluer la sévérité de la maladie. C'est vrai que la CNAS continue à nous exiger de classer les malades asthmatiques en asthme intermittent, asthme persistant, alors que le plus important, c'est d'évaluer le niveau de contrôle de l'asthme. C'est la nouvelle approche. Contrôle de l'asthme, ce n'est pas une utopie, c'est un objectif que tout le monde doit s'efforcer d'atteindre, le médecin, mais aussi le patient. Contrôler sa maladie de la meilleure façon, c'est faire du sport, pas n'importe lequel. J'ai pas mis les médailles d'or des Jeux Olympiques. Michael Phelps a le record du monde des médailles d'or, mais Pablo, c'est Mark Spitz, c'était le plus gros médaillé d'or des Jeux Olympiques, un nageur qui était aussi asthmatique. Et là, vous voyez qu'on peut arriver à faire du sport en étant asthmatique. Malheureusement, sur le terrain, la chose n'est pas évidente. C'est un peu général. C'est très très difficile à atteindre cet objectif. La maladie reste souvent mal contrôlée. En tout cas, ce que je vous demande, ce que je vous propose, c'est un petit peu une situation. Vous voyez qu'il y a un malade qui est connu asthmatique, c'est un malade qui a une symptomatologie
Il se traite par des méthodes mimétiques, une corticothérapie inhalée plutôt de faible dose. Mais en tout cas, depuis quelques mois, c'est une gêne qui est toujours là, avec plusieurs symptômes, plusieurs fois par semaine, une limitation des activités physiques. Il est toujours gêné, hein, donc c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une symptomatologie de reflux associée. Et c'est assez facile, là, pour ce cas, de dire que son asthme est mal contrôlé. Mal contrôlé parce qu'il reste gêné. Hein. En fait, il y a des critères assez précis qui vont constituer cet objectif d'asthme contrôlé. Un asthme contrôlé, c'est un asthme pour qui les symptômes sont contrôlés. Le coût des symptômes, c'est une réduction du coût des symptômes sur la semaine. Le coût des symptômes, c'est pas de limitation des activités physiques. L'adulte, il doit continuer à assurer ses activités quotidiennes. Et bien sûr, il faut aussi penser à un deuxième objectif, c'est la limitation de la fréquence de survenue de ces exacerbations. La notion d'exacerbation, c'est une notion qui devient capitale, c'est un moment où on perd un peu le contrôle de la maladie, c'est un moment où il y a une surmortalité, c'est là où on risque gros, c'est là où on peut consommer beaucoup de médicaments, et c'est là aussi où la fonction respiratoire peut être altérée. Très très facile d'évaluer les symptômes, il faut poser quelques questions sur la fréquence des crises, sur la limitation des activités, bon, tout le reste c'est assez évident. Si vous posez les questions, les bonnes questions à ce patient, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Beaucoup d'items ne sont pas vérifiés et donc c'est ce qui nous amène à dire que cet asthme est mal contrôlé. Donc, le deuxième problème va concerner les exacerbations, donc c'est une période où il y a une aggravation de la maladie, et c'est une période où il y a de gros risques de non-récupération de la fonction respiratoire. C'est ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit. En tout cas, il s'avère que face à ce risque d'exacerbation, les asthmatiques ne sont pas tous égaux. Certains asthmatiques semblent être à risque ou à haut risque. Et c'est très très logique. Quand on voit un peu le nombre de nos asthmatiques tunisiens fumeurs, des asthmatiques qui continuent de fumer, ça c'est inimaginable. On ne pourra jamais penser à pouvoir contrôler cet asthme si elle continue de fumer. Vous avez toute une liste où il y a des facteurs de risque. Vous allez retrouver l'obésité, le surpoids. Au Fuben, les lidettes rares en âge scolaire sont en train de gagner en poids. On a vu presque à un jeune sur 4 qui est en surpoids. Faites attention parce que asthme et obésité, c'est aussi une catastrophe. Vous allez aussi retrouver le reflux parmi d'autres éléments de facteurs de risque dont il faut absolument prendre en compte et bien sûr essayer de les prendre en charge. Donc, chaque fois où on est dans une situation où l'asthme est considéré comme mal contrôlé, toujours se poser la question, le pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce niveau de contrôle. En tout cas, on peut penser à beaucoup de choses. Voici une liste d'attitudes qui peuvent être intéressantes. Il y a un traitement de fond, on peut penser à optimiser ce traitement de fond. On peut réviser le diagnostic d'asthme. Si ça ne marche pas, c'est peut-être pas de l'asthme. On peut penser à vérifier l'observance du traitement, l'utilisation du traitement inhalé, vérifier si le malade utilise correctement ce traitement ou pas, rechercher d'autres facteurs de risque, de mauvais contrôle, traiter le reflux. On parle d'autres patients. Tous ces éléments sont intéressants, mais dans quel ordre? 5 secondes pour que vous réfléchissiez à ça. Parce qu'il y a des recommandations claires aujourd'hui qui disent que parmi ces propositions, il faut avoir une stratégie claire et une chronologie qui va définir notre approche point par point. Ne soyez pas étonnés de voir que la première chose avec laquelle il faut commencer chez ce patient, c'est de commencer par vérifier l'observance et la technique d'utilisation de son traitement inhalé. Il est déjà sous traitement. Le traitement inhalé, ce n'est pas évident. Hein? Donc il faut commencer par voir si notre malade est observant ou pas. Deuxième chose, il faut penser à réviser le diagnostic d'asthme. On est parfois surpris de voir qu'en fait,
ça n'a jamais été de l'asthme. Il faut aussi penser à optimiser le traitement de fond, aller sur un step-up, donc augmenter la charge thérapeutique. Traiter bien sûr le reflux, c'est un élément capital pour le malade en particulier, et puis rechercher d'autres facteurs de risque, de mauvais contrôle de sa maladie. Donc c'est un problème qui est universel. Hein. Si on s'intéresse aux difficultés que rencontrent les médecins de première ligne quand ils prennent en charge un malade asthmatique, il s'avère que le premier problème rencontré, c'est celui de l'observance. Problème assez compliqué parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont interférer, on va dire, avec cette observance. L'acceptabilité de la maladie, la non-compréhension de la maladie, plutôt c'en est bien quand on parle d'allergie. C'est bien branché, surtout les jeunes. On fait peut-être un alors qu'ici, il est asthmatique. Maladie qu'il ne va pas accepter. En tout cas, l'observance, c'est pratiquement ne pas tirer profit de son traitement. Un traitement qui peut être basé, par exemple, sur des bronchodilatateurs de type bêta-2 adrénergique. Ceux qu'on donne de longue durée d'action, c'est sur 12 heures d'intervalle. Si on pose la question, est-ce que vous utilisez votre traitement 2 fois par jour, regardez ce que les malades répondent. C'est des petits points en jaune. Les asthmatiques ont tendance à vous dire « Oui, j'utilise mes bêta-2 toutes les 12 heures. Hein ». C'est ce qu'on me demande. C'est ce qui devrait se passer. Alors qu'en réalité, quand on a un petit mouchard sur le dispositif d'inhalation, regardez les points rouges qui apparaissent très très éparpillés. Hein. Ça veut dire que le malade ne suit pas à la lettre ce qu'on lui recommande. C'est ne pas tirer profit de son traitement. Bien sûr, un traitement inhalé de l'asthme propose aussi sur les corticoïdes. C'est même capital. Est-ce que vous prenez votre traitement 2 fois par jour? La réponse est toujours oui. Mais en réalité, ces corticoïdes, regardez sur le profil. C'est vraiment quelques points. Le malade, il a tendance à adhérer facilement aux médicaments qui lui donnent une amélioration de ses symptômes, alors que la corticothérapie va avoir tendance à laisser tomber. En tout cas, c'est un problème parce que le malade risque de ne pas pouvoir contrôler sa maladie. Et c'est pour cela que sur les dernières recommandations, c'est ce qu'on appelle une approche cyclique maintenant qu'on va vous proposer, qui doit absolument être revue à chaque fois. Bien sûr, on va commencer par poser un diagnostic, on va commencer par apprendre au malade à utiliser ces traitements inhalés, on va essayer de voir quel est le degré d'observance, et puis à chaque fois, il ne faut pas hésiter à suivre, à réévaluer ce traitement. Bien sûr, on peut même avoir des effets secondaires, il faut toujours essayer de suivre tout cela pour pouvoir corriger à temps. Donc c'est cette approche cyclique, passer assez de temps avec un malade asthmatique et ne pas hésiter à chaque fois à se remettre en question pour reposer le diagnostic, pour vérifier le traitement, la technique, l'observance et tout le reste. Sinon, on reste sur cette approche par palier, mais qui n'est plus basée sur le niveau de sévérité, mais surtout sur le niveau de contrôle. Il y a 5 colonnes, donc 5 niveaux de contrôle. Notre patient se situe à peu près au step 2, hein, c'est la deuxième colonne, où il est recommandé de donner un traitement corticoïde inhalé de faible dose. Sauf que dans cette situation, son asthme n'est pas bien contrôlé. Donc la question, quoi faire? Et quoi faire, c'est passer à autre chose, proposer autre chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut doubler la dose de corticoïdes? Est-ce qu'il faut donner de l'importance à la vaccination antigrippale? Est-ce qu'il faut penser à la corticothérapie par voie générale? La réponse est non, mais malheureusement, beaucoup d'asthmatiques continuent à s'automédiquer, malheureusement. Ça, c'est les conseils de nos amis pharmaciens que j'adore, mais bon, ça crée d'énormes problèmes. Est-ce qu'il faut penser à associer la même corticothérapie inhalée à un bêta-2 longue durée d'action? Et bien sûr, est-ce qu'il faut traiter le reflux? Un petit moment de réflexion, mais en fait, ce qui est important va être la prévention contre les infections. La grippe, c'est une obligation, c'est une population qui doit être prévenue, on va dire, par rapport à la grippe. Et puis pour le traitement de fond, la meilleure façon d'aller sur un step-up pour renforcer
ce traitement, de fond, c'est d'associer au corticoïde un bronchodilatateur type LABA et bien sûr ne pas hésiter à traiter le reflux gastro-œsophagien chez ce patient. Donc, c'est ce qu'on appelle cette approche qui va aller sur le palier supérieur. On était sur le palier 2, on va passer au palier 3. Et sur le palier 3, là vous voyez qu'il y a des lignes, il y a plusieurs compositions. Et la meilleure solution serait d'associer cette corticothérapie inhalée de faible dose à un bronchodilatateur de longue durée d'action par rapport aux autres propositions. Les autres propositions ont des choix à faire. Donc, pour des choix à faire, si on considère que notre traitement de fond est insuffisant, il y a certainement intérêt d'aller sur l'association corticoïde là-bas par rapport au fait d'augmenter la dose de corticoïde. Parce qu'augmenter la dose de corticoïde peut poser des problèmes. Quand on pense à associer un corticoïde inhalé à un LABA, il faut aussi faire des choix par rapport aux molécules. Quel corticoïde choisir et quel LABA choisir. Et bien sûr, dans un traitement inhalé, il est capital d'avoir des choix éclairés sur le bon dispositif d'inhalation qui soit, bien que le dispositif idéal n'existe pas, il n'existera jamais. En tout cas, rappelez-vous que si vous augmentez les doses de corticoïdes, à un moment donné, vous allez avoir un gain sur l'effet anti-inflammatoire. Malheureusement, il y a une limite à tout cela. Et si vous allez atteindre cette limite, vous n'allez plus avoir plus d'efficacité anti-inflammatoire. Par contre, c'est des effets secondaires que vous allez avoir. À un moment donné, on ne pensait pas que la corticothérapie inhalée pouvait donner un diabète, pouvait donner autant d'ostéoporose, autant de problèmes infectieux. C'est une réalité. Donc faites tout pour faire de l'épargne de corticoïdes. Et bien sûr, par la voie inhalée, la solution, c'est d'aller rechercher une synergie d'action en associant cette corticothérapie inhalée de faible dose à un LABA, un bêta-2 longue durée d'action inhalé aussi. Cette synergie a pu être démontrée sur plusieurs travaux. Ça, c'est une méta-analyse qui est franchement en faveur de cette synergie d'action. D'autres études un peu plus anciennes ont démontré que quand on associe corticoïdes et LABA, l'effet est extraordinaire, aussi bien sur les symptômes, sur le débit, mais aussi sur la prévention des exacerbations. Donc, c'est un élément qui est très très important pour le malade asthmatique. Quand il s'agit maintenant de choisir le bêta-2 longue durée d'action, vous savez que ce sont des bêta-2 qui doivent durer au minimum 12 heures pour avoir 2 prises par jour. Par rapport au salbutamol, bêta-2 courte durée d'action, vous pouvez avoir le choix entre le formoterol et le salmeterol. Et là, c'est par rapport à ses propriétés de fixation sur les récepteurs bêta-2 à la surface des cellules. On sait que le formoterol va pouvoir se fixer, agir rapidement, mais longtemps. Alors que le salmeterol, il peut agir longtemps, mais les délais d'action seront beaucoup plus tardifs. Regardez le formoterol. Et là, beaucoup de propriétés. Mais il y a une erreur qui s'est glissée dans ces propositions. Je ne sais pas si vous arrivez à la retrouver ou pas. C'est un bêta-2 qui peut se fixer de manière assez intéressante sur le récepteur par une lipophilie qui est dite intermédiaire, donc il arrive à se fixer assez rapidement avec une action qui va durer longtemps et une action qui va être ressentie assez rapidement. Tout cela en allant saturer quelques récepteurs. Donc l'effet optimal, on arrive à l'avoir en ayant saturé uniquement quelques récepteurs. Et la faute qui s'est glissée, c'est cette ligne-là, parce que le formoterol doit être considéré comme un agoniste dit complet. Je parle d'un agoniste complet, ça veut dire qu'on peut avoir un maximum d'efficacité uniquement en stimulant quelques récepteurs. Allez, parce que chez un asthmatique, on peut être amené à faire plus en termes d'action bêta-2. On peut avoir besoin d'autres bêta-2. Il faut qu'on ait ces récepteurs qui restent libres pour ne pas arriver à la saturation. Chose qui n'est pas évidente avec le salmeterol. Donc ça, c'est un avantage qui est certain. Sinon,
N'oubliez pas le choix de l'inhalateur, le choix du dispositif d'inhalation. Ce sont des poudres sèches qui peuvent être proposées aux malades de plusieurs manières, de plusieurs dispositifs, et tous ces critères peuvent être intéressants. Je peux parler du coût, bien sûr, hein. Je peux parler du choix du patient. Il y a des termes, à un moment donné, il y avait même un dispositif nous violet, qui est il y a parfois des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, parmi ces éléments, si vous avez à choisir un dispositif d'inhalation, sachez que pour le malade et pour le médecin, si on tient compte de deux attentes, il faut avoir un inhalateur avec une faible résistance, parce que c'est une poudre qui doit aspirer. S'il y a une forte résistance, il aura du mal à faire cette aspiration, et donc la poudre aura du mal à arriver là où on voudrait qu'elle soit. Donc, deuxième élément, c'est la facilité d'utilisation. Il y a des dispositifs où il y a plusieurs manipulations à faire, et donc là, ça peut être délicat, notamment pour les gens qui n'ont pas cette habilité d'utilisation. Il s'avère que, dans ce cadre, l'aérolyseur, que vous connaissez certainement, avec l'utilisation d'une gélule, avec de la poudre dedans, avec une enveloppe qui est transparente, va essentiellement donner deux atouts majeurs. Ce dispositif où l'utilisation est très très facile, avec une résistance qui est très très faible, les gens ne vont pas avoir de problème avec ça. Et puis, il y a un élément capital, c'est que le malade va avoir l'assurance qu'il a déjà pris la totalité de la dose. Il va pouvoir, inspirant, entendre la gélule en train de tourner, il va ressentir le goût en arrière-gorge. Donc, et puis, même il va se rendre compte que la gélule est complètement vide et toute la poudre est passée dans ses poumons. Ça, c'est capital. On le vérifie par rapport à d'autres dispositifs, et là, vous avez remarqué qu'avec l'aérolyseur, on a quand même une résistance très très faible. C'est ce qui fait que, en comparant, les malades vont fournir moins d'efforts, parce qu'ils vont rencontrer moins de résistance, si on le compare au disque et à l'air. Et puis, il y a très très peu d'erreurs de manipulation. C'est anecdotique, mais un des malades qui n'a pas été avisé à avaler la gélule. Mais bon, sinon pour le reste, les gens aiment bien manipuler une gélule, qui vont percer, qui vont essayer de voir, de contrôler à la fin qu'elle est vide. Donc il y a très très peu d'erreurs de manipulation. Et puis, corollaire de tout cela, c'est qu'on est sûr que le produit, le formoterol, est arrivé là où il le faut, donc au niveau des branches. Donc, pour finir, il faut toujours avoir à l'esprit que dans ces situations pratiques, il y en a beaucoup, où les malades asthmatiques peuvent être mal contrôlés, il faut avoir une stratégie claire. Pour une stratégie claire, c'est toutes les étapes par lesquelles il faut essayer de passer. L'identification du facteur de mauvais contrôle est très très importante. C'est une maladie qui peut avoir plusieurs facteurs de mauvais contrôle en même temps. Il faut toujours penser à proposer aux malades ce qu'il y a de mieux en termes de traitement de fond, avec une optimisation des médicaments, avec cette synergie d'action là-bas et corticoïdes, tout faire pour choisir le bon inhalateur. Et on a à la disposition un aérolyseur qui est très très bien. Et bien sûr, il faut essayer de passer plus de temps, c'est toujours un problème. Il faut être disponible pour expliquer tout cela aux malades asthmatiques, pour essayer de revenir à la charge à chaque fois pour vérifier si notre éducation a apporté ses fruits ou pas. Finalité de cela, le contrôle de l'asthme, ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. C'est quelque chose qui a fait qu'il y a des contrats pratiquement qui sont établis entre les médecins et entre les malades pour qu'ils vivent normalement. C'est vraiment une aubaine, cette histoire de contrôle optimal, qui est aujourd'hui, nous est permise, qui à un moment donné n'était pas permise à certaines personnalités, les Darfour, les Chouftou Goulen, c'est Beethoven, très célèbre, la 5e symphonie de Beethoven, c'est le destin, c'est le ta-na-na-na. Il a écrit son histoire à lui, c'est le destin, en fait, il exprimait entre autres toutes les souffrances qu'il a vécues, mais entre autres,
un problème d'asthme, il aurait bien aimé tirer profit de toutes ces thérapeutiques et ces nouveaux concepts de contrôle, puisque l'asthmatique, c'est une maladie qui est taboue. La même chose aussi pour le deuxième personnage d'Ibrahim Fulco, ça c'est les 4 saisons, c'est Vivaldi pour les mélomanes, c'est aussi une longue histoire de souffrance avec l'asthme. Je peux vous citer beaucoup d'exemples, mais en tout cas, sachez que le contrôle optimal de la maladie, il est possible et ça nous concerne tous les malades, nous n'attendons que ça. Voilà, je vous remercie. Pour arrêter de lui-même son traitement. Donc, 3 mois me semble quelque chose de raisonnable pour penser à une fois on atteint un bon niveau de contrôle, il faut toujours penser à le garder. Il faut le garder au maximum. Toujours avoir à l'esprit que le contrôle de l'asthme, ce n'est pas uniquement le traitement médical, c'est tous ces facteurs de mauvais contrôle, il faut arriver à maîtriser. Si vous avez un reflux, que vous ne faites rien pour le reflux, votre malade restera mal contrôlé. Donc c'est une approche qui doit tenir compte de tout ça. Nafsi est un livre asthmatique, elle est très intéressante, très importante. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment passer plus de temps avec le malade asthmatique. Ce qui m'inquiète chez l'asthmatique, chez l'enfant, chez les parents. Question et on doit être prêt à leur apporter la bonne réponse. C'est bon? C'est un grand mal pour les parents. Malheureusement, on leur parle de l'observance, de la patience, mais ils demandent est-ce que mon fils peut guérir, ma fille peut guérir. Pour être clair et honnête, il faut toujours se rappeler, se dire à nous-mêmes que c'est une maladie qui est chronique, mais qu'on peut contrôler. Pour venir nous demander une dispense de sport, c'est vrai que ça, le sport, il est fait dans des conditions très mais bon, dans l'absolu, il y a beaucoup de parents qui viennent pour limiter les activités physiques de leur enfant, sportif ou autre. Il ne faut pas céder, il faut essayer de faire de l'éducation parce qu'ils seront gagnants dans tous les cas. Le gros problème, c'est déjà l'annonce du diagnostic. Annoncer le diagnostic, c'est aussi certaines capacités à comprendre ce qui se passe et à faire diffuser cette information. Parce que tous les chemins plus ou moins indirects, les bidets, les bidets, ça sert absolument à rien. C'est une évolution qui est imprévisible, ça dépend de plusieurs facteurs. Un malade qui est asthmatique, qui a de l'allergie aux acariens, il n'aura plus rien. En altitude, les acariens, on les oublie. L'asthmatique fait probablement non. Les parents qui sont là pour mettre 2-3 pulls, couvrir, ça se comprend, mais il faut voir que le revers de la médaille, de l'autre côté, c'est si les parents ne sont pas bien éduqués, leurs enfants vont souffrir. Il ne faut pas leur donner de faux espoirs, c'est un boulot. Les termes qui sont utilisés. Ça veut dire tu vas prévenir une maladie pour qu'elle n'apparaisse pas. On n'est pas dans ce cas de figure, même si on fait de l'immunothérapie spécifique, qui peut être intéressante pour certains malades. À leur dire que c'est une façon d'échapper un petit peu à la réalité des choses. Et je pense qu'avec toutes ces données, on voit les choses autrement. Autrement, c'est des solutions, c'est une certaine hygiène de vie et les choses sont gérables. Ce qu'on appelle asthme sévère, qui fait peur réellement, on a besoin de certains médicaments qui existent, malheureusement pas tous fifitouns, ça ne concerne que moins de 10% des asthmatiques. Donc déjà, pour la plupart, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à vivre normalement. De l'asthme, donc on
essaie de le maintenir, de le maintenir le plus longtemps possible. Alors, les step down, c'est pour quand? Si on adhère à cette théorie, dès qu'on a un bon niveau de contrôle, on essaie de le garder le plus longtemps possible. Les step down, donc, quand est-ce qu'on fait les step down? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand est-ce qu'on peut espérer une prévention, donc la désensibilisation? À partir de quel âge elle n'est plus efficace? À partir de quel âge elle est efficace? Donc c'est dans ce sens-là, je vous ai dit dans ce sens-là. D'accord. Et de le garder. Quand on essaie de le garder, 3 mois, 6 mois, c'est suffisant pour penser à faire marche arrière. À condition qu'on a parcouru, on a fait ce checklist de tous les éléments, tous les facteurs de mauvais contrôle. S'il n'y a pas de problème par ailleurs, on est en droit de faire du step down, même après 3 mois. On a vu des malades avoir une grosse charge thérapeutique. Il a suffi qu'ils arrêtent de fumer pour qu'ils n'aient plus besoin de traitement. C'est aussi une réalité. En tout cas, après 3 mois, on va dire, d'un bon niveau de contrôle, si les autres éléments de contrôle sont maîtrisés, on peut faire marche arrière. Deuxièmement, l'immunothérapie spécifique, à un moment donné, a été proposée larga manu d'une manière pas très précise. On avait du mal à utiliser des produits de façon précise parce que les allergènes n'étaient pas en fait très précis. On a désensibilisé avec n'importe quoi pratiquement. Les acariens, on a commencé par parler de sensibilisation à la poussière de maison. Maintenant, c'est même pas des acariens, c'est des molécules et c'est très précis. Et dans ces indications, ça veut dire généralement une monosensibilisation avec un âge précoce chez les jeunes, beaucoup plus que chez les sujets d'un certain âge, on peut espérer de très bons résultats. Donc pour l'âge jeune, bien sûr, il ne faut pas commencer n'importe quand. Déjà, le diagnostic de l'asthme peut poser problème chez des nourrissons. Le diagnostic de l'allergie, il faut avoir assez d'arguments pour cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, on peut y penser. 2 parents qui sont allergiques et cet enfant qui, sur les 3 premières années de sa vie, fait plusieurs épisodes de sifflement, il sera très probablement asthmatique avec de l'asthme allergique. Maintenant, si on l'explore, c'est entre 3 et 5 ans, et j'estime qu'avant 5 ans, il faut vraiment peser le pour et le contre pour démarrer une immunothérapie spécifique. Quand elle est faite dans des bonnes indications, c'est quelque chose qui marche à merveille. Toujours utile. Quand ça marche, il faut la prolonger. Si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à arrêter ça. De toute façon, je ne vois pas trop pourquoi on justifierait une immunothérapie chez un sujet âgé, par exemple. Donc, faut discuter de l'indication. Oui. L'asthmatique, il doit faire du sport. Il doit. Maintenant, les dispenses qu'on a nommé, ils ont le sport et ils ont aggravé leur asthme. Allez, ils faisaient du sport dans les pires des conditions. Juste une seule remarque. Mais les salles de sport. Les salles de sport, c'est un nid d'acariens. Les conditions, elles sont déplorables. Voilà, merci. Une petite dernière question. Donc, c'était pas la dernière question. Comme je suis gastro-entérologue, un asthmatique non contrôlé obèse. Oui. Est-ce que le traitement de l'obésité, comme par analogie à l'HTA et le diabète, permettrait d'arrêter le traitement de l'asthme? L'obésité, la nouvelle, c'est que ce n'est plus une obésité à chaos, c'est une comorbidité. C'est une grosse maladie métabolique. Les asthmatiques qui ont de l'obésité, ce sont des asthmatiques qui sont difficiles à contrôler si on ne fait rien pour cette obésité, tout en sachant qu'il y a aussi des autres problèmes du syndrome métabolique et tout ce qui va avec. J'ajouterai c'est le syndrome d'apnée du sommeil chez des malades pareils, peut rendre les choses encore plus compliquées.
Et en général, les malades obèses qui ont un syndrome de l'apnée de sommeil, quand ils sont traités soit par l'endoscopie ou chirurgicale, ils n'ont plus après, en début. Ça veut dire que... Est-ce que c'était des asthmatiques au départ? Ah, je ne sais pas, je suis gastro. Je crois que les aides. Voilà, ce qu'il faut pour lutter contre une obésité. Leur asthme a disparu. Ça veut dire que c'était pas d'asthme, tout simplement. Vas-y. Juste une petite remarque. La dernière question. Juste une remarque, c'est pas une question, je suis pédiatre, Dr Banaï. Donc pour le contrôle de l'asthme, donc chez l'enfant, c'est un peu difficile parce que il ne suffit pas de faire le diagnostic et de prescrire la bonne molécule, mais il faut vérifier le moyen d'administration auprès des parents et c'est la chambre d'inhalation. Donc il faut utiliser la bonne chambre et avec une bonne méthode. Et aussi, pour arriver à un bon contrôle, il faut contrôler l'environnement. Généralement, un enfant il peut avoir dans l'entourage des tabagiques et on trouve comme facteur de mal contrôle et de facteurs d'exacerbation de l'asthme chez l'enfant, le tabagisme passif. Et généralement, à l'interrogatoire des parents, donc généralement, on interroge les parents sur le tabagisme. On a une femelle du tabagisme. Donc, mais on trouve, si on pose l'interrogatoire, un père qui fume à la cuisine. Donc, il faut que vous mettez le chahret. فما إيمان قاعدة في صالون دو تي تعيش وحتى ولدها صغير في كوسات وإلا كبير تعطيه في الفشفاشة كما لا في Merci encore une fois, Dr Bouawina, pour cette présentation. أنا اسمي هشام عوينة عندي نور الدين بوعوينة et toute la famille بوعوينة de la région اللي نحبهم برشا نقول لهم أنتم بونا هكا. Donc, Dr Hicham Bouawina, donc c'est juste un petit cadeau de la part du syndicat. وقتاش الكونغريجي؟ Merci beaucoup, merci à tous.